J'étais pas une star à l'école, c'était pas forcément mon dada d'être assis derrière un bureau, j'aimais bien faire les choses et je commence à traîner les zones industrielles avec mon CV en me disant: «Bah, j'ai les permis, je sais faire de la mécanique», donc je suis rentré comme ça et j'ai fait en sorte qu'au bout de 5 semaines, je sois indispensable. Si bien que je suis devenu son assistant, au bout de 5 semaines et au bout d'1 an, je prenais sa place parce que lui, il a pris du galon. Même je me suis mis à courir 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine et j'ai préparé ce marathon et ma fille a eu la bonne idée de naître juste la veille du marathon, donc j'ai fait une bonne nuit blanche et le lendemain, je courais le marathon avec toutes ces idées en tête. L'entreprise, elle croît à une vitesse grand V pour arriver en 2007 à un peu plus de 50 collaborateurs et dépasser les 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bienvenue sur TRM en thème, le podcast qui fait battre le cœur du transport, de la logistique et de la supply chain. Je suis Victor Gonzalez, transporteur passionné et cofondateur de Barry. TRM en thème, c'est un podcast qui met en lumière les histoires, les idées et les transformations qui façonnent cette industrie. Ici, on va parler de tout. Des épopées d'entrepreneurs qui ont fait l'histoire du TRM, des innovations qui tentent de transformer le secteur, des histoires des PME, des ETI familiales, des défis qu'ils rencontrent et de leurs initiatives pour s'adapter à un monde en mouvement. L'objectif de ce podcast, vous donner envie de regarder le transport autrement, avec curiosité et respect. Alors embarquez avec nous et profitez du voyage. C'est parti. Moi, je te connais déjà, on travaille ensemble depuis un petit moment maintenant. Mais pour ceux qui te connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux te présenter? En 2 mots, donc Alexandre Pasquier, j'ai 45 ans, marié, 2 enfants, je suis membre du Club des 5. C'est le groupe de musique? Le Club des 5, c'est pas un groupe de musique, c'est l'équipe de gouvernance. Je suis accompagné par Ludovic Brun qui a plutôt la partie DAF, Guillaume Agenot la partie commerce, Shahan Agenot la partie RH et puis Arnaud, tout ce qui est informatique, Arnaud Agenot, tout ce qui est informatique et projet. Et moi, j'accompagne Guillaume aussi sur la partie commerce. Comment t'en es arrivé là? C'est quoi ton parcours? Alors mon parcours, je pense un peu comme toi, si je me trompe pas, j'ai baigné dans le transport. Mon père était transporteur, donc j'ai appris à faire du vélo dans la cour, de l'entreprise. J'ai rapidement été dans les bureaux. J'ai passé quelques vacances dans le camion avec mon père. Donc voilà, c'est les premiers pas dans le transport quand j'étais enfant. Donc j'étais pas une star à l'école, c'était pas forcément mon dada, d'être assis derrière un bureau. J'aimais bien faire les choses. Donc je me suis orienté plutôt vers de l'apprentissage en lien avec le monde du transport, mécanique poids lourd dans un premier temps, avec un BEP, un bac pro. Ok, cambouis. Les mains dans le cambouis, un BTS et puis une première expérience professionnelle chez Scania avant de rejoindre l'entreprise familiale qui était composée de 6 collaborateurs à l'époque. Pour intégrer l'atelier aussi ou? Parce que Non, du coup, produit d'atelier quoi. j'étais pur produit d'atelier, mais non, du coup, pour intégrer tout ce qu'il y a dans une PME, une petite PME de transport. Donc j'étais un peu couteau suisse, à la fois chauffeur, à la fois exploitant, à la fois agent de quai, à la fois secrétaire, parce que quand tu es dans une entreprise familiale, faut savoir tout faire. Donc C'est que t'aimais la mécanique pour démarrer par l'atelier ou? ouais, j'aimais la mécanique, j'aimais bien comprendre comment fonctionnent les choses. Donc voilà, puis j'étais assez manuel et bricoleur. Donc c'est la raison qui m'a amené à aller plutôt sur la partie mécanique. Force est de constater que c'était pas forcément des diplômes qui me permettaient derrière de pouvoir entreprendre dans le monde du transport, parce que ça me donnait pas de capacité de transport. Donc quand j'ai rejoint l'entreprise familiale, il a fallu que je repasse une attestation de capacité. Donc j'ai repris des cours du soir et le samedi matin pour aller passer l'attestation de capacité en candidat libre. Donc T'as fait ça quand? j'ai fait ça en 2005. Ok. Du coup, tu réintègres l'entreprise familiale, tu fais du quai, Du quai, de l'exploitation, de la conduite. J'ai fait quelques tournées. Ça m'a... T'as laissé des permis? Ouais, j'ai passé mes permis aussi. Ouais. J'ai passé mes permis. C'est un truc que j'ai toujours refusé. Et je me suis dit, si je passe mes permis, Tu passeras ton temps à aller. je serai mort. Ouais, Je serai célibataire. Je serai pas. là aussi, j'aime bien, moi, comprendre ce qu'on demande aux équipes et puis faire les choses. Donc, ça
Pour tout, c'est légitime. Moi, quand dans mes premiers pas d'entrepreneur, le fait de dire aux équipes, parce qu'on avait eu un cas d'une roue crevée qui nous avait dû nous coûter une blinde à l'époque, qui m'avait énervé. J'ai réuni tout le monde un samedi matin. J'ai dit, regardez, tac, 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 on monte le cric, on enlève les roues, on change la roue, tout seul, ça se fait, quoi. Donc le fait de savoir faire, le fait de connaître la route, d'avoir fait quelques tournées, ça m'a apporté cette vision du métier, comprendre exactement ce qu'on demandait aux équipes. Donc voilà. Mais avant d'entreprendre, je suis pas resté dans l'entreprise familiale. J'ai été faire un petit tour à l'étranger. Pourquoi? Parce que en intégrant l'entreprise familiale, j'avais en tête, moi, certainement jeune et impatient de reprendre l'entreprise rapidement. Et on est dans les Mauges. Et mon père est un vrai Maugeois. Et C'est où les Mauges? les Mauges, c'est autour de Cholet. C'est un territoire allez, 40 km. 40 km. Ok, parce que je connaissais les Vosges, mais je connaissais pas les Mauges. Oui, les Mauges, c'est un peu un esprit assez proche de l'esprit vendéen, très travailleur, mais historiquement, pour mon père, on fait les choses et on les partage pas, on vit caché de son côté, on n'a pas besoin de dire, c'est assez taiseux. Donc bah, le temps où j'étais salarié dans l'entreprise Pasquier, il n'y a pas forcément eu ce partage d'infos que j'attendais, et peut-être que moi je voulais aller trop vite, hein, je rejette pas la faute, mais voilà. Donc ça m'a amené à me dire, bon bah je vais voir un peu ailleurs ce qui se passe, et puis avec ma femme on a pris la décision de partir à l'étranger, se faire une expérience, parce que dans nos études, moi en alternance, tu faisais pas de l'alternance à l'étranger, quoi. Tu avais pas un stage forcément à l'étranger, donc on est parti dans les pays du Nord. On était attiré par la Scandinavie, et on a vu qu'en Norvège, il y avait un taux de chômage qui était très très bas, et on s'est dit, bon, Un niveau de vie qui était très très haut. un niveau de vie qui était très très haut, ça coûtait une blinde. Le premier appartement, c'est un truc de fou. C'était plus cher qu'un appartement en région parisienne. Et on est parti là-bas avec une petite enveloppe, en se disant, bon, on va tenter notre chance, on va bien voir, on est courageux, on arrivera à bosser. Donc l'arrivée un 7 janvier à moins 18 degrés, je crois, avec des pauvres baskets en toile. Et puis bah, le matin, 3 heures de jour par jour. ouais, à peine, il faisait un peu plus jour avec la neige, il y a de l'ensoleillement. Mais bah là, il n'y a pas le choix, quoi. Faut trouver du boulot, et je commence à traîner les zones industrielles avec mon CV, en me disant, bon, j'ai les permis, je sais faire de la mécanique, je trouverai des choses. Je suis pas. Donc tu parlais bien anglais? On avait repris des cours d'anglais avant de partir, ouais, pour améliorer notre anglais. Et puis on a appris le norvégien. Donc aujourd'hui, je parle le norvégien couramment. Tu vois, on y retourne. C'est combien de temps là-bas? On y a passé un peu plus de 2 ans. Ok. On y a passé un peu plus de 2 ans, et ma femme a trouvé d'abord du travail, elle, au lycée français. Donc on a côtoyé des gens qui parlaient et français et norvégien, dont une Norvégienne qui avait vécu plusieurs années en France, à Montpellier, et qui nous a gentiment donné des cours particuliers de norvégien. Donc on a rapidement pu se mettre au norvégien, qui n'est même pas si compliqué que ça. Quand tu es en immersion, en fait, ça va toujours très vite. Ton père, il t'en a pas trop voulu que tu viennes, tu partes? Tu sais, il y a un truc dans... C'est la volonté de transmission, de travailler en famille, Je sais pas te dire si on en a voulu, parce que là aussi, c'est pas des choses qui transfèrent les aiguilles et qui se disent. Ok, c'est ton choix, on se Voilà, c'est ton choix. Fais comme tu veux. J'avais mon frère aussi, qui travaillait dans l'entreprise, donc Ouais. donc non, je T'es pense. l'aîné, le... Non, je suis le second. Donc non, il m'a pas dit qu'il m'en, enfin, pas, il n'a pas évoqué comme ça toujours. Peut-être qu'il s'est dit, bon, il va faire son expérience, il reviendra, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, mais de façon différente de ce qui aurait pu se passer si je n'étais pas parti d'ailleurs. Mais voilà, non, je pense pas qu'il m'en ait voulu. Et t'as fait quoi du coup en Norvège? Alors, à force d'écumer les zones industrielles, j'ai changé de stratégie. J'ai arrêté de rentrer par les bureaux et je passais par le dépôt. Ok. Et je suis rentré dans le dépôt d'une boîte qui s'appelait Post Emballage, qui a été rachetée peu de temps avant qu'on quitte la Norvège par un groupe français, Raja. Ok. Euh, et je suis arrivé à un moment où le responsable logistique, qui était un Serbe, Nenad, m'a reçu dans son bureau gentiment. Il me dit, t'es français, toi? Ouais. T'aimes le sport? Ouais. Ah, tu viens de où? Je fais les baskets. Ouais, d'accord. Et tac, j'ai dit,
tiens, là, il y a un truc d'accroche, c'est le sport. Donc, on a parlé sport pendant 1 heure. Et puis, à la fin, il me dit, bon, écoute, là, j'ai un gars dans le dépôt, c'est un Vietnamien. Il part 5 semaines, 5 semaines dans son pays en vacances. Si tu veux, pendant 5 semaines, son poste, il est pour toi. Donc, je suis rentré comme ça et j'ai fait en sorte qu'au bout de 5 semaines, je sois indispensable. Si bien que je suis devenu son assistant au bout de 5 semaines. Et au bout d'1 an, je prenais sa place parce que lui, il a pris du galon à piloter la logistique de post-emballage. Est devenu Raja par la suite. Creux. Donc, ouais, c'était une belle expérience et j'ai su faire ce qu'il fallait pour pas me rendre indispensable, mais pour être celui qui prenait le poste. Et donc, du coup, tu as passé 2 ans chez Post Emballage. Ouais, j'ai passé 2 ans chez Post-Emballage. Et tu as vu il y a des trucs de la culture. Moi, j'ai mon meilleur pote Alban, que tu connais. Oui, on a parlé. On en a parlé parce que quand j'ai été visiter chez Barry, j'avais vu le petit dicton qui dit il n'y a pas de mauvais temps, il y a seulement des mauvais vêtements. Qui a un dicton norvégien, parce que vu qu'il fait jamais beau, faut quand même sortir, quoi. Faut adapter les vêtements. Donc, ouais, j'ai vu des trucs de la culture. Alors, sur la partie entreprise, j'ai découvert des dirigeants qui étaient très au clair avec leurs horaires. Le vendredi après-midi, 14h, ils longent pas les murs pour se barrer si ils vont à leur chalet de vacances. Ils traversent l'entrepôt avec la banane en disant «Ouais, moi je me barre en week-end, je suis content», et ils assument les choses. Donc, je trouvais que c'était pas. Enfin voilà, que finalement, quand tu Le présentéisme, visiblement, est pas très valorisé là-bas. Ouais. c'est ça. Et d'un autre côté, quand tu assures et que tu assumes ton poste de dirigeant, bah, il y a pas de raison que tu t'interdises aussi d'avoir des loisirs et de quitter par moment l'entreprise un peu plus tôt. Évidemment, je faisais ce qu'il fallait à côté pour piloter leur entreprise, donc j'avais pas de regard négatif vis-à-vis de ça. Le bien-être aussi, enfin, je pense qu'ils sont très attentifs. Alors, il y a toujours la corbeille de fruits, le truc qui va bien. Donc, ça, c'est le genre de petites choses que moi, j'ai pu mettre en place par la suite. Et y a pas un truc de travailler en chaussons aussi? T'as pas une boîte à chaussures à l'entrée ou je sais pas quoi? Ouais, tu peux avoir ça, en fait. Tu peux travailler en chaussons. Si tu veux emmener ton enfant parce que la nounou, elle est pas là, d'un coup, tu vois la secrétaire qui a le couffin dans le bureau. Ouais, ma nounou, elle était malade. J'ai emmené mon enfant au travail, leur chien pour certains. Donc voilà, ouais. Quand tu rentres dans les bureaux, c'est vrai que quand tu parles de chaussons, tu as un esprit un peu maison. C'est vraiment cocooning. D'abord, tu as une cuisine centrale où le midi, en début de semaine, il y a une entreprise qui vient de remplir le frigo. Et puis, le midi, tout le monde passe. Tu as envie de te faire un œuf, tu as envie de te faire. Chacun fait sa. Enfin, je dis midi, on mangeait d'ailleurs plutôt à 11h. Mais chacun se fait son repas et tu es dans une cuisine comme la cuisine de ta maison. Et tu partages un moment avec le dirigeant parce qu'il s'assoit à côté de toi, avec le comptable, avec les commerciaux. Enfin, voilà, Plus décontracté. c'est plus décontracté. Ouais. Et en même temps, un rapport à la performance qui est genre, si tu fais pas le job, c'est pas grave, c'est OK, quoi. Mais j'ai l'impression que j'ai la partie se travailler ensemble ou décider de se séparer. Ouais, et ça se fait facilement parce qu'ils étaient dans le plein emploi. Enfin, ils sont dans le plein emploi encore parce qu'ils avaient une économie florissante depuis les années 90 qui était boostée par l'industrie du pétrole, qui était quelque chose de nouveau pour eux, hein. C'était un pays pauvre jusqu'avant les années 90, qui est devenu riche par la suite. Donc, il y avait vraiment 2 générations. Il y avait cette génération qui avait connu l'avant 90 et avec des vraies valeurs travail qu'on peut retrouver chez nous. Et puis, une génération un peu plus cool en disant, bon, bah, de toute façon, ça déborde. Vas-y, même si je fais pas l'affaire là, j'en retrouverai ailleurs du boulot. Et donc voilà. Donc, pour un Français qui arrivait des Mauges, qui plus est, avec cette valeur travail, en ayant vu mon père bosser, enfin mes parents bosser comme des fous, bah ça a facilité en fait la réussite dans ce pays-là, Du moins l'intégration, quoi. l'intégration. Bizarrement, juste avant de partir, je te disais que ça avait été racheté par Raja. Il y a eu une belle opportunité pour moi, sauf que mon esprit était ailleurs. J'étais déjà dans l'entrepreneuriat en France, mais j'avais rencontré Rachel Nowitzki, la présidente de Raja, qui avait fait une visite éclair dans l'entrepôt de Norvège, qui était sa croissance externe scandinave, qui avait été hyper surpris de voir un Français et qui avait dit à son assistant, bah, lui, tu vois pour qu'il soit notre atout, parce que c'est bien d'avoir un Français sur place. Et donc, il m'a proposé un poste pour lequel je me sentais pas légitime, de responsable achat
Scandinavie avec une opportunité financière pour moi qui était intéressante, trouver un statut d'expat que j'avais pas parce que j'étais parti volontairement sans sans contrat précis donc c'était un questionnement à ce moment-là de se dire: «Ah merde, ça faisait 2 ans qu'on y était, même si j'avais réussi, le challenge de trouver un poste sympa, bah, moi j'étais plus ambitieux que ce que m'offrait le poste à ce moment-là et là, il se passait un truc qui pouvait peut-être m'offrir, une situation, plus en adéquation avec ce que j'avais envie, de faire et de l'autre côté, bah, j'avais aussi, cette, envie d'entreprendre, qui plus est une entreprise familiale qui vivait des années un peu, difficiles après 2008-2009. On était encore dans ces années à traîner tout ça avec mon père qui arrivait, plutôt en fin de carrière et qui avait probablement moins l'énergie de mettre des actions en place pour redynamiser, l'activité de l'entreprise. OK. Donc, ouais, voilà pour la Norvège qui était une expérience, juste, topissime, un pays, dont on est resté avec mon épouse, hyper attachés, amoureux. Tu y retournes encore? On y était en février, là, on a revu tous nos potes qu'on s'était fait là-bas. Ma fille est née en Norvège, le lendemain du marathon d'Oslo, qui était mon premier gros défi sportif pour moi, qui était de me dire à cette époque-là: «Bon allez, on sait qu'on va quitter le pays, qu'est-ce que je peux faire de marquant?» En même temps, j'avais ma femme qui était enceinte. Je m'étais dit: «Bon, toi, tu vas vivre un truc de fou, d'un point de vue, intensité physique, Émotionnel aussi. et émotionnelle» et à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, allez cash, je m'inscris au marathon». J'avais fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, plutôt le basket, mais j'avais jamais vraiment couru. Donc je me suis acheté une pauvre paire de baskets qui était pas du tout adaptée, une correction, qui me correspondait pas, qui était plutôt fait pour un mec de 60 kilos alors que j'en faisais 95 et donc Ça se fait quand même, hein. et donc ça se fait quand même. Je me suis mis à courir, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine et j'ai préparé ce marathon et ma fille a eu, la bonne idée de naître juste la veille du marathon donc j'ai fait une bonne nuit blanche. Je suis allé dormir, un peu la journée et le lendemain, je courais le marathon avec toutes ces idées en tête, de ce que je venais de vivre, la veille. Oui, voilà et j'avais un temps, en tête de 4 heures, que je m'étais fixé pour faire ce marathon et que j'ai explosé en 3h40 parce que, boosté par Toute cette émotion, cette adrénaline. OK. Incroyable. petit chez moi. Si chez toi. Ouais. Belle Matisse. Ouais, ouais. Et tu savais déjà que tu rentrais, ce moment-là? Ouais, on savait qu'on rentrait. On savait qu'on rentrait. Le fait d'entendre son premier enfant, d'avoir ce côté, opportunité d'entreprendre. Alors, quand je dis opportunité d'entreprendre, quand je suis revenu pour reprendre, l'entreprise familiale, en fait, moi, en Norvège, j'ai vraiment ressenti ce besoin d'entreprendre. Il y a un moment, j'ai dit: «Il faut que ça avance, je veux entreprendre». J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans des entreprises, norvégiennes, plutôt axées transport. J'ai eu aussi, à étudier, d'autres reprises d'entreprises et il y avait quand même, en moi cette entreprise familiale que j'avais toujours vécue, pour lequel, bah, voilà, je me disais: «Tiens, ça, c'est une belle endormie». Je sens et je sais ce que je dois faire pour la réveiller donc bah, j'ai recontacté mon père. J'ai dit: «Tiens, on a envie de rentrer, j'ai envie de reprendre». Je pense que je reprendrais pas comme je l'aurais fait si, j'étais resté dans le schéma de je suis arrivé, je suis passé par tous les postes. J'ai mon grand frère, il est là, s'il veut reprendre, il reprend. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir les mains les mains aux manettes pour tout piloter. Donc, c'est moi qui reprends. OK. Le marathon, tu avais bien préparé, quoi. Voilà, le marathon, on avait préparé à ce moment-là. Donc, je suis revenu 1er janvier 2012 pour reprendre l'entreprise. Tu t'es associé avec ton frangin, pas du tout? Non, justement, le truc un peu, compliqué, et pas compliqué, c'est que moi je vais déceler un peu, le besoin de l'entreprise de s'émanciper de la famille, C'est pas toujours simple les repères dans ce c'est vraiment partagé familial où il y a autant de sujets, qui doivent rester autour du rôti. donc je m'étais dit pourquoi pas par la suite, réintégrer, mon frère au capital. Mais au début, je voulais vraiment dire: «Ça, c'est moi, je le réussis ou je le plante, mais ça sera par moi que ça passera». Donc voilà, alors, du coup, c'était ma première erreur de management parce que j'ai mis mon frère à mal, en disant:
bon, bah, puisque t'as des gros poids capital, je vais te donner une place sympa, tu vas être responsable d'exploitation. Il me dit, ouais, bon, si tu veux, mais en fait, il était hyper engagé et investi, mais c'était pas ce qu'il avait envie. Et au bout de quelques temps, il a su me dire, bah, tu sais, moi, chauffeur ou quelque chose comme ça me va bien, quoi. Donc ça, c'était un peu la première douche froide en disant, bon, bah, t'avais une idée, mais c'était pas la bonne, quoi. Oui. Ouais, il faut se tromper, hein. Il faut se tromper, ouais, pour apprendre. Donc c'était le retour aux sources dans l'entreprise. Tu reprends, du coup, en 2000? Je reprends en 2012. 2012. Je reprends en 2012. C'est quand moi je rentre d'Angleterre. En 2012, mon père est pas encore à la retraite. On convient qu'il m'accompagne pendant quelques temps euh, pour, euh, pour faire la passation, pour aussi lui offrir l'opportunité de faire ce qu'il a envie de faire sur les derniers mois. Je lui ai dit, si tu veux reprendre le camion, parce qu'il avait aussi ses permis pour aller rencontrer, revoir des clients, faire un petit peu la tournée d'adieu. Et puis, si tu as envie plutôt d'être à l'exploitation aussi, enfin, c'était carte blanche pour lui. Sauf que moi, j'avais besoin rapidement de redonner un petit peu d'élan à l'entreprise qui était en perte de vitesse, qui était dépendante à un client de façon importante. Donc, j'ai mis des actions en place pas qui lui allaient pas, mais qui correspondaient pas à ce qu'il avait vécu. Et en fait, c'est dur d'être et d'avoir été. Et je pense qu'il a été dirigeant, ça a été son bébé. Et de se rendre compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend les manettes, il s'y est pas retrouvé. Au bout de 6 mois, on a dit, bah stop. On avait envisagé 1 an et demi, 2 ans. Là, il s'y retrouvait pas. Donc il a quitté l'entreprise et c'est pas simple que de faire partir ou de laisser partir se faire comme ça, un peu plus tôt que ce qui était prévu. Donc ça, c'était un autre coup dur du démarrage. Comme ça, tu démarres sur de bonnes bases. Comme ça, je démarre sur de bonnes bases. Maintenant, j'avais cette volonté. Ouais, moi, t'as quand même un esprit, quand tu sais ce que tu veux et tu te donnes les moyens de ce que je perçois de toi depuis 1 an et demi qu'on se fréquente, tu sais où tu vas, quoi. Ouais, je sais pas si on parle d'âme de leader ou enfin voilà, quand je faisais du sport collectif, j'aimais bien être celui qui avait la voix, j'étais pas le meilleur, hein, j'étais loin d'être le meilleur. D'ailleurs, j'étais peut-être même des fois dans les plus mauvais de l'équipe, mais par contre, j'étais celui qui savait motiver, qui savait dire ce qu'il fallait peut-être pour emmener les gens dans des aventures ou dans des performances. Donc ça m'a toujours parlé et je me suis dit, moi, je sais ce qu'il faut dire à l'équipe de chez Facile, je sais ce qu'il faut leur raconter, je sais comment on doit faire pour emmener cette équipe avec nous. Donc, C'est quoi la dimension de Pasquier? quand je reprends, ça fait à peine juste 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 9 collaborateurs. Ouais. Ouais, donc voilà, Et avec un client qui fait la moitié du... avec un client qui fait presque les 3/4, de l'activité, qui est un client fidèle, hein, parce que c'est un client qu'on a depuis 76, et l'année de création, c'était le premier client qu'avait eu mon père. Donc il s'est développé Qui est toujours là? autour de ça et qui est toujours là, ouais, qui est toujours là. Incroyable. Donc mais qui aujourd'hui, en continuant de se développer avec lui, représente plus de 8% de Pasquier Transport. Donc c'est qui est plus du tout impactant de la même manière, quoi. C'est dans ces eaux-là que Pasquier rejoint le groupe Agenau ou c'est plus tard? Non, c'est plus tard. Alors, face aux difficultés familiales de gestion d'entreprise, le départ de mon père, le pseudo-mal-être de mon frère, je me dis, faut pas rester isolé. Je rencontre des amis dirigeants qui me disent, va au CJD, ouvre-toi un peu, tu vas échanger sur tes problématiques, tu vas apprendre des choses. Et j'intègre le CJD donc dès la fin 2012. CJD, Club des jeunes dirigeants? Club des jeunes dirigeants, ouais, dans la section de Cholet. Ça m'a vraiment boosté, apporté beaucoup de choses, du réseau, de la C'est un club de dirigeants, toute industrie confondue? toute industrie, tout métier. Tu peux avoir des notaires, des artisans, des peintres, des gros industriels, des grosses structures, vraiment tout type de métier. C'est une école de formation au métier de dirigeant pour moi. Je vais chercher quelques formations qui m'aident dans le management, dans la compréhension de la logique financière d'une entreprise, dans tous ces aspects-là. Donc ça a vraiment été un vrai levier pour moi. Et puis en parallèle, je travaillais avec la CCI pour me faire accompagner sur des programmes commerciaux pour développer le business, et ça porte rapidement ses fruits puisque l'entreprise,
elle croît à une vitesse grand V pour arriver en 2016 à un peu plus de 50 collaborateurs et d'atteindre, dépasser un peu les 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ok. Donc voilà. Et c'est là, en 2016, et à travers le CJD, que je fais la rencontre de Guillaume Agenot, qui a intégré la section peu de temps après moi. D'ailleurs, à l'époque, c'était marrant parce qu'il y avait un droit de veto. Tu avais le droit de dire dans le réseau, j'ai pas envie d'avoir un tel parce qu'il a le même métier que moi. Alors, hein, moi, j'ai dit, hop, 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 pas de droit de veto. J'ai dit, Agenot, c'est une belle maison. Quand j'avais fait l'accompagnement avec la CCI, je me souviens qu'il y avait une petite analyse marché en disant, tiens, bah, t'aimerais qu'elle soit comment ta boîte? Et j'ai relu les notes et avant même de connaître Guillaume Agenot, j'ai dit ça, c'est une entreprise qui me parle, elle me plaît, elle a une image que j'apprécie. Demain, je voudrais que ma boîte elle ressemble à ça. Et derrière, je rencontre Guillaume au CJD en 2015. Je crois qu'il intègre le CJD. On apprend timidement à se connaître parce que c'est pas évident de briser la glace directement. Et puis, on a tous les deux vécu un événement malheureux qui, je pense, nous a un peu rapprochés. Il a perdu son papa. J'ai perdu ma sœur un an après, d'un accident de voiture, et il a eu peut-être ces mots qui ont fait que j'ai vu la valeur de l'homme dans les mots, et je me suis dit, ça, c'est quelqu'un avec qui je peux échanger en toute confiance et sereinement, et sur qui je peux compter. Donc c'est parti de cette relation-là, sans connaître plus Agenot. Et puis à un moment, Guillaume est venu vers moi en me disant, qu'est-ce que t'en penserais si on travaillait un peu plus ensemble? Chose que j'avais pas du tout préparée, que j'avais pas anticipé, et là ça mûrit rapidement, et je dis bah oui, oui. En fait, j'atteins peut-être un plafond de verre pour Pasquier Transport. J'ai envie de plus, j'ai envie de pérenniser peut-être ce que j'ai construit, et puis d'apporter aussi ma pierre et mes idées à l'édifice pour Agenot. Donc Guillaume me présente le club des 5 de l'époque, parce que c'est important que moi je valide tout le monde, mais que tout le monde me valide aussi, parce que l'idée, c'était d'apporter des titres de Pasquier Transport à la Région Groupe et d'intégrer le capital. Donc ça a matché parce que les valeurs, elles étaient communes. Le Club des 5, c'est une direction qui est familiale. Même si Ludovic et moi, on n'est pas de la famille, je pense que on se considère, on est proches comme si c'était une famille. Donc il y a eu cette rencontre d'abord collective. Je les ai tous rencontrés autour d'un repas. Puis après, je les ai revus deux par deux, Ludo et Philippe, et puis Charlène et Arnaud. On a discuté simplement, un peu comme on le fait là, autour d'un repas. Et puis, ils ont dit, bon, ok, ce qu'il nous dit Guillaume, ça a l'air d'être une personne qui peut correspondre à notre ADN, à notre façon de faire, et on a avancé comme ça. J'imagine au-delà des sujets techniques, juridiques, de la valorisation, c'est avant tout des hommes, quoi. Ouais, faut que ça marche, quoi. Et voilà, moi je t'ai expliqué, j'avais eu cette volonté de reprendre 100% du capital de l'entreprise familiale pour être libre et me dire, je veux que mes échecs ou mes réussites, elles soient liées à ce que je mets en place. Là, le travail avait été fait et j'étais ouvert à m'associer, mais en choisissant cette association. Et du coup, quand je l'ai choisi, oui, effectivement, avant tout par rapport aux hommes, parce que je t'ai dit par rapport à Guillaume, et puis ce que je percevais. L'environnement, parce qu'il y a eu la rencontre du Club des 5, mais il y a aussi l'équipe encadrante, la Dream Team aujourd'hui, qui sont tous les cadres de l'entreprise. Enfin voilà, j'avais pu percevoir les valeurs humaines qu'il y avait dans ce groupe-là, et ça correspondait pleinement à ce que moi j'avais inculqué chez Pasquier Transport, de façon plus modeste, hein. Il y avait quasiment 500 personnes, je crois, déjà à l'époque chez Agenot, et puis 50 chez Pasquier. Donc voilà, c'était cette rencontre qui m'a amené à rejoindre le groupe, quoi. Ok, super. Ouais, c'est un peu le mouvement, quoi. C'est un beau mouvement. C'est comment, en sortant de collège, en se disant, bon, moi, je vais aller vers de l'alternance, j'arrive à intégrer la direction d'un groupe qui fait aujourd'hui 570 personnes, un peu plus de 100 millions de chiffre d'affaires, et puis être à sa place à le faire. Donc voilà. C'était il y a combien de temps, ça? Donc le rapprochement officiel, alors on a discuté pendant un moment. On a un moment, ouais, j'imagine. 2019, c'était fait. Après, il y a eu le rapprochement officiel, ça doit être juin 2020 exactement, où il y a cet apport de titres de. Donc, j'imagine que ça a été bien fait quand même, parce que t'es en pile post-Covid.
Ouais, Il y a quand même pas mal d'incertitudes sur c'est, l'état du monde et exactement, ouais, donc on était en pleine période. Ce qui a fait aussi, le Covid, ça a soudé, hein, certaines. ouais, ça a soudé, bah, là, tu mesures, toute l'importance, de faire partie d'un groupe parce que, tu pas seul, dans ce genre de décision et moi, j'ai pendant presque 10 ans exploré, la direction seul avec, tous les doutes que ça a, le fait de ramener à la maison, d'échanger avec, sa femme en disant: «Bah, là, j'ai eu une galère, machin». Là, c'est plus le cas. Là, le soir, tu rentres en voiture, tu as un singe sur le dos, tu appelles ton associé, tu dis: «Tiens, j'ai ça, ça». Il t'aide à relativiser, à prendre la hauteur qui va bien et puis, à faire appel à cette intelligence collective qui fait que, ça peut aller, plus vite ou on peut trouver des solutions, différentes de celles qu'on aurait envisagées seul, quoi. OK. Du coup, 2020, Groupe Agenau, tu nous en parles un peu? Bon, c'est connu quand même comme boutique, mais Ouais, alors groupe Agenau, donc je t'ai dit, hein, 570 collaborateurs aujourd'hui, c'est 4 entités, donc Pasquier Transport que j'ai apporté, heu, que j'ai apporté au groupe. il a continué de croître depuis? Qui a continué de croître, ouais, bien sûr. Mais à l'initiale, Agenau Groupe, c'est Agenau Transport, qui avait été, fondé en 62. Donc on a fêté les 60 ans, il y a quelques années maintenant. Hem, c'est donc Agenau Transport, Céleri Transport, l'entité angevine et puis Agenau Formation créée en 2016. Donc c'est 4 entités à part entière, qui fonctionnent, très bien ensemble, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Peut avoir chacune ou chaque agence d'ailleurs, même chez Agence Transport, peut avoir sa petite spécialité, mais il y a pas de rivalité. Elles fonctionnent très bien ensemble. Donc voilà ce qu'est Agenau, aujourd'hui. On parle un peu de formation? Ouais, alors, je te disais 2016, on va arriver aux 10 ans d'Agenau Formation l'année prochaine. Heu, Évidemment, j'étais pas présent quand il y a eu cette idée-là, mais heu T'en as approprié une partie depuis, quoi, ouais, non, non, je me une partie des sujets, du coup. je me suis, approprié et je vis pleinement Agenau Formation et je le vends et je le revendique. Il y a aucun sujet. Par contre, l'idée que je trouve, géniale au début, c'est en 2016 de se dire, on a envie d'avoir de la qualité parce que ça correspond à l'ADN De la boîte. de la boîte. On a envie d'apporter à nos collaborateurs quelque chose qui soit premium en termes de formation. On trouve pas toujours tout ce qui nous va bien sur le marché, bah, on se lance et on fait et on crée notre centre de formation. Pas que pour nous, mais aussi pour tous les autres. Alors évidemment, en l'appelant Agenau Formation au début, sur le territoire, on s'est dit: «Bah, on va pas mettre nos gars chez Agenau parce que si c'est pour, se faire piller nos collaborateurs, ça nous intéresse pas». C'était pas du tout la démarche et 10 ans après, cette, idée reçue du début, elle est loin derrière nous et nos confrères, viennent volontiers, mettre leurs collaborateurs chez nous, leurs titres pro, parce qu'ils s'aperçoivent de la qualité de cette formation. 2024, c'est un catalogue de 30 formations. OK. Ça s'est déployé dans tout l'univers du transport et du TP, du CACES, du titre pro, de la FCO évidemment, de l'éco-conduite, du travail en hauteur, enfin voilà, il y a 30 formations au catalogue. 2024, c'est 3 500 personnes formées chez, Agenau Formation sur nos 3 sites à Angers, Cholet et puis, à Vaupréau dans les Mauges. Incroyable. Donc ouais, ça c'est une belle réussite. Ça démontre en 2016 cette capacité d'innovation d'Agenau, qui en 2016 était, 1er transporteur à se doter d'un centre, de formation en interne. Aujourd'hui, on peut en voir fleurir à gauche chez d'autres qui le font, également. Mais avoir cette idée, en 2016, je trouve que c'était, déjà, ça démontrait ce côté précurseur et envie de peut-être casser les codes et de faire des choses, de façon différente et sans rien s'interdire. J'espère que l'académie Barry aura le même succès, 3500 personnes formées. Ouais, Incroyable. je te le souhaite, Ouais, je pense je te le souhaite, mais là aussi ça marche avec la qualité, des hommes, bien sûr. Il y a l'idée, et puis il y a les hommes, donc ceux qui ont lancé, à Agenau Formation, je pense à Thierry Marot aujourd'hui qui est directeur général d'Agenau Formation. C'est quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis plus de 30 ans, qui a évolué dans l'entreprise, et qui aujourd'hui, dirige et développe, ce centre de formation
Et là aussi, de savoir qu'on peut s'entourer de bonnes personnes qui nous aident à développer, c'est un élément clé. C'est un élément clé, c'est d'ailleurs, je pense, une des choses que moi j'ai rapidement intégré. Je te parlais de l'expérience sport collectif. J'ai conscience que je suis pas le meilleur dans beaucoup de domaines, mais que j'aime relever des défis. Et pour relever ces défis, bah, je trouve que c'est important de s'entourer des meilleures personnes, heu, au meilleur au sens large. Et c'est ce qu'on s'attache à faire, bah, d'abord, les meilleurs autour de nous, les meilleurs collaborateurs, les meilleurs fournisseurs, les meilleurs clients pour faire en sorte que, bah, on relève les différents défis qui s'offrent à nous. OK. Du coup, c'est quoi ton rôle et comment ça se répartit un peu les rôles dans la gouvernance du club des 5, club des 5, club des 6, club des 5? Ouais, il y a eu Club des 5, Club des 6 quand je suis arrivé. Et puis là, on a fêté le départ en retraite de Philippe en début d'année, et on est redevenu le Club des 5. Le rôle, il est assez transversal. Moi, j'ai plutôt une casquette commerce. Je reste DG de Pasquier Transport, Guillaume de Agenot et Sharon de CRI, parce que c'est nous qui apportons les capacités pour ces entités-là. Mais les rôles se découpent assez simplement et librement. En fait, on essaie de pas avoir de frustration parmi nous 5. Donc, s'il y a un dossier qui nous tient à cœur ou quelque chose qu'on a envie de développer, bah, on lève la main, on dit bah ouais, ça je veux le faire, même si c'est pas trop notre domaine. On s'interdit rien. Et puis voilà, ça tourne autour d'un codir mensuel où on apporte tous nos sujets, nos projets, et voilà comment on fonctionne pour avancer ensemble. OK. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Comment tu te ressources? Comment tu te formes? Comment tu progresses? Comment tu te dépasses? Comment je me forme? Alors, d'ailleurs, ça me fait me dire qu'il faudrait peut-être que je continue à me former, ou à refaire des formations. Je t'ai parlé du CJD, j'ai fait pas mal de formations. Je pense que j'avais besoin, moi, en ayant un parcours un peu atypique, de m'offrir à moi une légitimité en me disant: «Bon, bah, j'ai eu quand même, des formations qui me permettent d'avoir des clés qui vont bien pour manager et pour piloter une entreprise». Donc voilà, aujourd'hui, je suis plus au CJD, j'ai intégré un club APM, qui est l'Association pour le progrès du management, qui est aussi un rendez-vous mensuel où on va rencontrer des experts qui vont nous éveiller, nous donner aussi des pistes de réflexion, des clés de succès ou, heu, ou d'innovation, ou d'expérimentation dans nos entreprises. Donc voilà ce que je m'offre pour moi, grandir personnellement et apporter à l'entreprise. Je continue de faire du sport. Je cours pas mal parce que c'est des moments d'introspection quand tu cours. Alors, j'ai fait après le marathon, je me suis offert d'autres défis. Je te disais un petit peu, mes capacités, elles sont loin d'être celles d'un coureur. T'as pas l'air d'un Kényan. Non, c'est pas trop, c'est pas à ça qu'on pense. Je pense qu'on se dirait: «Tiens, il faudrait peut-être faire du rugby ou un truc comme ça». Mais non, non, c'est le rugby. J'ai vraiment apprécié courir. J'ai découvert ça pour ce marathon-là, en Norvège, et j'ai enchaîné. Alors après, j'ai su m'entourer. J'ai des très bons potes qui étaient, qui sont toujours trailleurs, qui font des courses en montagne. Et j'ai dit: «Bon, ah tiens, j'ai fait un marathon, j'ai survécu, je peux peut-être faire un truc un peu plus intense». Donc j'ai été voir un de mes meilleurs potes et je dis: «Toi, tu vas me montrer comment on fait pour courir en montagne, tu vas m'emmener avec toi, on va faire une course, 80, 90, 100 kilomètres, je veux que tu m'amènes vers ça». Et donc il m'a dit: «Ouais, bah, tiens, voilà, de lui, un travail». Il me dit: «Bah, écoute, je m'entraîne comme ça, viens avec moi». J'ai été avec lui, on s'est entraîné, on a fait des échoués. Il y en a pas beaucoup de la montagne, le dénivelé. Il y a une petite colline juste en face à Genot, tu as dû te la cogner. Donc bah, le lundi soir, on allait faire des côtes. Tu montais, tu descendais, tu montais, rien de très passionnant. Mais c'est toute cette préparation qui fait que l'expérience trail, elle est belle. Et j'ai fait plusieurs trails des 70. Il y a Volvic, où c'était le premier 70 que je fais, et qui était top. En février, tu montes dans la neige, et c'est génial, et c'est une belle expérience. Tu pars de bonne heure le matin, tu rentres le soir. J'ai pas passé le cap de faire des plus longues distances parce que je pense que je suis un peu peureux. J'aime pas trop la montagne la nuit seul, perdu, et Ouais, là, le petit bruit c'est des fous, là.
Donc voilà, mais ça pourrait être un prochain défi. Mais voilà, c'est des choses que j'ai relevées. Il y a les Templiers que j'ai fait qui étaient juste énormes parce qu'il y a cette musique Era au début de la course qui te prend aux tripes avec les flammes au démarrage. Et puis là aussi, c'est une rencontre avec toi-même sur toute cette course-là. Et en fait, c'est vraiment des moments que j'apprécie. Alors, j'ai levé le pied parce qu'il y a eu plein d'autres projets, il y a la vie familiale, il y a Oui, quand t'as une phase, des enfants, un métier très, très prenant. non, c'est un peu moins évident. Et puis c'est ingrat parce que dès que tu lèves le pied, tu perds rapidement. Mais j'essaie de courir. Allez, je fais entre 20 et 30 kilomètres tous les week-ends de course à pied. Euh, puis ça me permet de garder un petit peu de forme et de pas partir sur le physique de pilier rugby. Ouais, c'est des choses qui me ressourcent. Ouais. Ok. Il y a, il y a des éléments qui, bon, on lit plein de choses sur un peu tes valeurs, comment t'es construit, comment tu te construis, comment tu structures ta vie toujours avec beaucoup de méthodes, mais puis on voit il y a des piliers qui ont construit un peu tes choix et ton parcours. Il y a, je sais pas, des valeurs, une discipline particulière, des idées ou des philosophies qui te guident particulièrement. Ouais, il y en a multiples. Je te parlais des formations, il y a des petites choses que tu vas chercher à droite à gauche. Il y a des rencontres que tu fais où tu vois des personnes qui t'inspirent, qui font que tu te dis, bah ça, ouais, ça, je le prends pour moi, je le garde, je le mets dans ma trousse à outils et ça m'appartient. Il y a, et en ça, je t'en avais parlé d'un truc qui m'est marqué sur une formation de management qui a été dispensée au CJD. Je me le garde toujours. Dans les relations que j'ai aux autres, je m'intéresse à ce qui intéresse les gens qui m'intéressent. Ça marche très bien avec nos collaborateurs parce que j'ai vraiment des valeurs humaines fortes. Enfin, je les ressens comme ça. J'ai besoin de m'intéresser à eux et l'intérêt que je leur montre, ils me le rendent au multiple. Donc c'est pas galvaudé dans le sens je manipule. C'est vraiment quelque chose qui a été ouais, une clé de succès pour tout moi, hein, ce genre de choses. Ouais. Donc, voilà. Ok. On a regardé pas mal dans le rétro. Ouais. Si on regarde un peu devant, c'est quoi tes projets? C'est quoi c'est quoi la prochaine étape? Parce que on voit qu'il y a toujours beaucoup d'ambition et l'envie d'une étape supérieure, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans les défis sportifs que tu t'es fixé. C'est quoi la prochaine étape Alors, perso, il y a rien d'inscrit pour le moment. Malgré que j'ai toujours dit à ma femme que moi, j'ai couru en montagne, j'ai fait des choses. Pourquoi pas un jour aller courir dans le sable, un petit marathon du désert, un truc. J'ai vu, il y a le marathon du Maroc, là, et les inscriptions sont ouvertes, là. Alors, pour caler le truc avec mes valeurs humaines, alors c'est con parce que si je te dis que c'est enregistré, ça m'engage un petit peu. Mais comme j'ai pas un physique pour performer, faut que je mette du sens à ça si je le fais. Et j'ai vu, j'avais rencontré un infirmier qui avait créé une asso pour amener des enfants malades sur ces courses-là avec des joëlettes. Tu sais, tu as deux coureurs et je me dis que ça pourrait mettre du sens à cette course-là pour moi. Donc ça pourrait être un prochain défi, un prochain challenge, mais j'en suis encore très loin. Donc voilà. C'est quoi le nom de cette association? Je ne l'ai plus. Faudrait que je te retrouve. Je me souviens qu'il c'était un infirmier urgentiste de la Pitié-Salpêtrière qui avait créé ça. Et je pourrais te le retrouver, mais C'est de la mettre en description. ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être un prochain défi. Et d'un point de vue pro, tu as parlé de l'ambition. Bah, on continue d'être ambitieux chez Agenau Group. Donc de continuer à nous développer, à innover, mais toujours avec les valeurs qui nous sont chères. Donc ces valeurs familiales, ces valeurs qu'on a décrites et puis qui transpirent chez nous, la cohésion, le respect, l'innovation. Donc c'est en ça qu'on va continuer à avancer et à faire avancer le groupe, quoi. Tu parlais de ces valeurs, tu peux les répéter? Alors c'est le CRI, cohésion, respect, innovation. Je les ai vus tout à l'heure affichés dans vos bureaux quand je suis passé te récupérer. Comment vous les mettez en œuvre au quotidien pour qu'elles se traduisent? Parce que c'est vrai que là, comme ça, et souvent les valeurs, c'est juste des mots jetés en l'air. Moi, ça fait 2-3 fois que je viens chez vous et à chaque fois,
comment on devient les œuvres. Je ressens en fait que c'est vrai quoi. Elles vivent pour de vrai. Elle vit pour de vrai. Alors c'est pas simple à expliquer. Il y a pas de C'est pas un processus non donc non, il y a pas un process ou une charte pour tiens voilà comment comment on le fait, mais la cohésion, c'est à travers des moments, c'est à travers des échanges, de la création de de moments conviviaux ou des choses comme ça qu'on rassemble et qu'on fait vivre cet esprit d'équipe. Ouais, c'est la culture d'entreprise. C'est la culture de l'entreprise. Le respect, c'est le respect qu'on a envers nous, envers nos clients, mais aussi envers nos fournisseurs. Quand on parle d'ambition et d'avancée pour Agno Group, on est, je pense, pas me tromper en disant qu'on est identifié plutôt en premium, enfin en transporteur premium dans nos prestations, plutôt que Tu vois, c'est un positionnement c'est un positionnement marché qu'on que vous revendiquez. qu'on revendique ou qu'on doit revendiquer peut-être un peu plus parce que ça fera certainement partie des enjeux d'avenir de bien marketer son offre et de bien dire ok ça c'est du premium, ça c'est C'est du cher économique. ça c'est du low cost sans dire ça c'est péjoratif mais voilà Il y a un marché pour tout. il y a un marché pour tout et si on veut être premium ça passe aussi par le respect de nos fournisseurs donc ce respect là on le retrouve aussi dans la façon dont on traite nos nos fournisseurs et puis cette dernière valeur qui est l'innovation et ben on a heu, on a la volonté d'être leader sur notre territoire, leader aussi, leader d'opinion un peu. On aime bien faire plutôt que copier et suivre bah ça match avec l'innovation. Je t'ai parlé de ce qui avait été fait en 2016 avec Agno Formation, bah il y a plein de petites pépites comme ça qui vivent chez Agno et qui sont liées à une idée d'un collaborateur, d'un cadre ou d'un dirigeant et qu'on met en œuvre et on veut continuer à être ce leader d'opinion. Ça fait partie de notre ADN. Là, vous êtes client chez Barry, du coup, un transporteur digital. J'ai vu sur les réseaux que vous aviez lancé une initiative sur la partie data IA. Ouais, ça fait partie. Alors, si on parle de vision pour le TRM à l'avenir, je pense que inévitablement, il y a des nouveaux outils qui vont accélérer les choses, qui vont faire que bah, il y a des virages à prendre et à l'avenir appartiendra à ceux qui sauront les prendre. Euh, L'IA, l'IA, c'est une nouvelle révolution pour moi, à mon sens. Je, je partage mon ressenti. C'est c'est la disponibilité du savoir pour tous, en fait. Auparavant, si on transpose au métier du transport, on avait un super exploitant ou un gars qui avait tout en tête et qui savait comment ça fonctionnait et c'était à lui qu'il fallait demander. Aujourd'hui, tout ce qu'il a en tête, ça va être mis dans l'IA, Dans une base de connaissances que l'IA peut interroger. dans une base de connaissances, voilà, et donc ça enlève pas l'importance de l'homme derrière, mais au moins le savoir, il est disponible pour tous et faut commencer à s'acculturer à cette partie-là. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Agno. Effectivement, on a commencé à travailler sur cette partie-là. D'abord par des ateliers avec notre Dream Team, cette équipe de cadres qui a travaillé sur un atelier, qui a eu plusieurs idées de projets IA avec une entreprise qui nous a accompagnés, qui nous a aidés à sélectionner des cas d'usage qui peuvent être soit simples et rapides à mettre en place, soit pour lesquels il y a un retour sur investissement qui peut être intéressant. Donc Souvent des chantiers préalables pour structurer, ranger la donnée, justement, voilà, ça c'est extraire la compétence. ça c'est la première base parce qu'avec Arnaud chez nous le travail c'est la première chose. Il faut qu'on soit propre si on veut que les choses nous sortent propres. Donc il y a un gros travail. Disent les Anglais, shit in, shit out. Exactement. Donc là, il y a un gros travail pour tout remettre, même si on était déjà relativement propre, mais pour tout continuer à bien structurer. Donc voilà. Et puis, il y a ce qu'on fait ensemble, qui est une première pierre à l'édifice de la digitalisation pour nous. On a intégré, nous, depuis un moment déjà, l'importance de faire du commerce. Donc, on continue à structurer cette équipe commerciale, mais l'importance aussi de le faire de façon différente et de parler à tous. Et avec ce que nous a offert Barry et la mise en place d'Agno Online, aujourd'hui, on va démarcher une nouvelle typologie de clients, on les approche d'une autre manière et on met un pied dans la digitalisation. Peut-être que ça sera amené à accélérer demain sur d'autres solutions, mais c'est déjà pour nous une belle étape
Avec des jeunes collaborateurs qui portent ce Les projet. jeunes collaborateurs qui portent le projet. La boutique, elle est en place depuis bientôt 1 an et elle prend bien son envol. Et je pense qu'on est dans l'air du temps et on est en train de s'approprier d'aller vers, enfin, quand je te parlais de virage, demain, ce qui comptera le plus, à mon sens, ce sera la capacité d'agilité et d'innovation pour réussir à relever les défis qui s'offriront à nous. Donc, voilà un petit peu l'avenir, Trop cool. selon moi. Qu'est-ce qu'on vous souhaite au Club des 5? Pour tous ceux qui n'ont pas leur club des 5, je vais leur dire un truc qu'on entend souvent, mais c'est vrai que quand on est à plusieurs, ça avance vraiment plus vite quand même. Et moi, je l'ai personnellement expérimenté. Et je pense que ce côté intelligence collective, alors aussi bien au club des 5, mais je te parlais de la Dream Team, mais l'ensemble de nos collaborateurs, où le fait de s'ouvrir, de mutualiser, d'aller d'avoir des réseaux, de plus être mojoie comme pour nous clés, comme pouvaient l'être les entreprises de notre secteur il y a quelque temps où vivons heureux, vivons cachés. Je pense que ça, c'est complètement révolu et, euh, et l'avenir appartient à ceux qui vont savoir collaborer les uns avec les autres, s'ouvrir, échanger, discuter, ne plus avoir peur de son voisin, mais te dire qu'est-ce qu'on peut faire de bien ensemble. Et voilà, donc ça peut être le petit message de la fin. Agenau est une entreprise ouverte aux autres, qui n'a pas peur de collaborer avec les autres pour son bien, mais pour le bien des autres, pour le bien des clients, pour faire grandir tout le monde. Donc voilà un petit peu comment je peux clôturer. Génial. Merci beaucoup, Alexandre. Je t'en prie. Tout le meilleur pour le groupe Agenau, pour Pasquier qui continue du coup de vivre au sein de ce groupe, pour Agenau Online, longue vie à Agenau Online. Et puis bon courage, bonne chance et tout le meilleur pour tout ce qu'il y a devant vous. Merci Victor. À bientôt. À bientôt. Félicitations, vous êtes allés jusqu'au bout de cet épisode de TRM On t'aime. Merci de liker, de partager autour de vous et bien sûr de nous laisser 5 étoiles. Ça nous aide énormément à faire résonner la voix de notre industrie qui en a tellement besoin. Si vous souhaitez vous aussi participer à ce format, raconter votre histoire, partager votre vision, vos secrets, ou une innovation qui pourrait transformer le secteur, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis Victor Gonzalez et je vous dis à très bientôt sur TRM On t'aime.